détenue par la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum. Haut commissaire français au Levant, occupe le Liban. Haut commissaire français au Levant, occupe le Liban et la Syrie. Privé du soutien anglais, après San Remo, Faisal feint d'abord de se soumettre, puis tente un coup de force. Écrasé par les Français, il se réfugie en Irak, territoire sous mandat britannique. Pour apaiser l'opinion arabe, l'Angleterre lui offre la couronne d'Irak et Lawrence le fait élire le 23 août 1921 par 98% des suffrages. Faisal paie aussitôt sa dette à l'Angleterre. Par un traité secret, il s'engage à confirmer à la société qui remplacera la Turkish Petroleum toutes les concessions pétrolières jadis accordées à celle-ci en Irak par l'ex-empire ottoman. Machiavéliquement, l'Angleterre le pousse secrètement à exiger en outre le rattachement à l'Irak du riche territoire pétrolier de Mossoul, sur laquelle la France a mandat, mais que revendique aussi la Turquie. Une fois de plus, la perfide Albion a réussi à rouler les Français. Les Anglais savaient que ce territoire dévolu à la France et en bordure de leurs frontières était celui des feux éternels. Ils y pénétrèrent clandestinement, forèrent des puits d'exploration, puis demandèrent aux Français une rectification de frontières. Les Français tombèrent dans le panneau. C'est ainsi que les Britanniques mirent la main sur les fabuleux gisements de pétrole de Mossoul en Irak. En 1925, à la suite d'un plébiscite truqué par les agents anglais, la Société des Nations attribue définitivement Mossoul à l'Irak, en dépit des stipulations formelles des accords de San Remo. La France s'incline, elle a besoin du soutien des Britanniques pour occuper la route. Les accords de San Remo prévoyaient simplement la possibilité pour la France de succéder à la Deutsche Bank dans la Turkish Petroleum Company, ce qui voulait dire la possibilité pour la France d'acheter les parts détenues par la Deutsche Bank. Et l'accord stipulait que cette acquisition pourrait être faite soit directement par le gouvernement français, soit par une société désignée par lui. Il n'y avait pas de société, puisqu'il n'y avait pas de véritable société pétrolière en France. Poincaré, président du Conseil, qui s'est adressé à un homme d'affaires assez remarquable qui s'appelait Ernest Mercier et qui a constitué la Compagnie française de pétrole en 1923-24. On a dit à la CFP, vous remplirez le rôle qu'on veut bien que la France tienne au Moyen-Orient en matière de pétrole. Ce sera une société indépendante, mais cette société, ce ne sera pas une société tout à fait libre. Et c'était tellement vrai que dans les conventions qui lient la CFP à l'État, il est bien dit que la CFP ne pourrait en aucun cas aliéner ses participations, sauf bien entendu l'autorisation de l'État. Français et Anglais à San Remo s'étaient répartis le Moyen-Orient, oubliant qu'ils avaient eu un allié durant la guerre, les États-Unis, eux aussi très concernés par les affaires de pétrole. Quand elles apprirent l'accord franco-anglais, les compagnies pétrolières américaines alertèrent Washington et protestèrent violemment auprès du gouvernement des États-Unis, ce qui amena celui-ci à réagir. Le département d'État s'est estimé spolié et a demandé, lui aussi, une participation dans ce consortium où il n'y avait pour l'instant que des Français et des Britanniques. C'est seulement quand la pression des États-Unis s'est faite carrément menaçante pour le gouvernement de Londres que les Anglais se sont enfin décidés à leur donner satisfaction. Mais ils n'ont la chose américain qu'une participation minimum dans les pétroles du Moyen-Orient. Les marchandages vont durer 7 ans. Et c'est une fois de plus l'irremplaçable Gulbenkian qui élabore un compromis acceptable par tous. C'est la découverte de pétrole à Baba Gourgour en 1927 qui précipita la décision de conclure enfin un accord d'exploitation. Sans lui, aucun des partenaires n'eût pu exploiter ce gisement. L'accord définitif est signé à Londres en 1928. L'ex-Turkish Petroleum devient l'IPC, l'Iraq Petroleum Company.
Un quart départ va à l'Anglo-Persian, un second quart à la Royal Dutch Shell, un troisième à la Compagnie française des pétroles, et le dernier quart à un groupe de compagnies américaines, principalement à la Standard Oil of New Jersey. Gulbenkian, que ses obligés ont cyniquement tenté d'évincer, réussit à sauver ses 5%. Il était stipulé que les membres du consortium s'engageaient à ne pas se concurrencer mutuellement pour l'acquisition éventuelle de nouveaux gisements dans l'ex-empire ottoman. Si jamais l'IPC ou un membre de l'IPC négociait avec un autre gouvernement de la région une nouvelle concession, cette concession serait accordée aux autres associés de l'IPC sur les mêmes bases. Le gros problème était de savoir où s'arrêtait l'Empire ottoman autrefois. Les frontières étaient évidemment assez indécises. C'est encore Gulbenkian qui, au crayon rouge sur une carte du Moyen-Orient, se charge de tracer le contour de l'ancien empire turc. Le traité constituant l'IPC s'appellera désormais l'accord de la ligne rouge. Dans ses limites, les partenaires devront tout partager. Mais tout n'est pas réglé. Il faudra que la CFP attaque l'Anglo-Persian et la Shell devant la Cour de Londres pour être reconnue comme un associé à part entière. Depuis juin 1924, des forages ont été entrepris dans la région de Mossoul. Le 14 octobre, à Baba Gourgour, l'or noir a jailli de 450 mètres de profondeur avec une telle violence que le jet fait 5 morts et qu'il pleut du pétrole à 15 km à la ronde. Il faudra 9 jours pour le maîtriser. Ce seul puits débitera 12 500 tonnes par jour. Le gros problème, c'était de sortir le pétrole d'Irak vers la Méditerranée. Les gisements de Kirkouk sont plutôt situés au nord de l'Irak. Mais la ligne nord, ça voulait dire la Syrie et le Liban. Autrement dit, le contrôle français. Et évidemment, la Grande-Bretagne entendait bien contrôler la sortie du pétrole. Elle se défiait du mandat que les Français allaient exercer sur la Syrie et le Liban. Le tracé nord avait été reconnu comme le plus économique, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs, paraît-il, quand des géologues sont venus sur place reconnaître le tracé, des nomades d'attaquer les géologues pour bien montrer que la zone nord était très incertaine. Les 10 nomades avaient été excités par certains agents de vous deviner quelle puissance. Les négociations n'en finissant plus, les Américains, toujours gens pratiques, ont dit écoutez, ça c'est assez comme ça, on va construire 2 lignes. Une ligne nord et une ligne sud à partir de la frontière occidentale de l'Irak. Et c'est ainsi qu'une première ligne a été construite au nord, qui aboutit à Tripoli, le Liban, et celle du sud aboutissant à Haïfa. C'est celle du nord d'ailleurs qui a été achevée la première. À l'époque, c'est l'oléoduc le plus long du monde. Il court sur 1000 km et a coûté si cher que malgré son débit, il ne sera pas amorti avant la Seconde Guerre mondiale. Il ne cessera jamais de faire l'objet de sabotage et sera coupé maintes fois. La Compagnie française des pétroles n'a eu de cesse, à partir de 1929-1930, de plaider à l'IPC la mise en production extrêmement rapide et le développement des gisements de l'Irak, ce à quoi aspirait évidemment le roi d'Irak. Il n'est pas du tout sûr que les intérêts du roi d'Irak étaient conformes aux intérêts de certains groupes anglo-saxons ou américains, car ces groupes-là étaient bien nantis en pétrole, les uns aux États-Unis, au Venezuela, en Indonésie, en Perse, qui allait devenir l'Iran. Et par conséquent, le pétrole d'Irak ne pouvait être pour eux que des réserves pour plus tard. Le pétrole n'a jamais été exploité normalement. Sa production était placée sous contrôle, non pas celui d'une seule société, mais celui d'un cartel. Le roi Faisal, qui s'était opposé aux forces françaises, devait se rendre compte que son allié objectif, c'était finalement la France et en l'espèce la Compagnie française des pétroles. On dit même que Mercier aurait rencontré à Paris secrètement, peu de temps avant sa mort d'ailleurs, le roi d'Irak. De plus en plus rétif à la tutelle des Anglais, Faisal proclame l'indépendance de l'Irak en 1933. Mais au terme d'une tournée en Europe, il meurt subitement et de façon suspecte dans un hôtel de Berne. Sa dépouille mortelle sera précipitamment acheminée vers un port italien
d'où un croiseur britannique la ramènera en grande pompe en Irak. Le roi Faisal était ingénieur. On a dit que peut-être des mains avaient aidé à cette disparition brutale. C'est possible. Son successeur, Ghazi Ier, acceptera docilement de se comporter comme une simple marionnette au service des intérêts britanniques en Irak. En jouant de la peur causée par la Révolution pour rafler à bas prix en Russie les gisements pétroliers menacés, Deterding a pris des risques, car si la Shell est désormais le premier producteur de pétrole russe, elle en est aussi largement tributaire. Le calcul de Deterding est simple. Ou les soviets sont balayés, et le nouveau régime reconnaîtra les droits de la Shell, ou ils gardent le pouvoir, et ils devront traiter avec les grandes compagnies qui contrôlent le marché mondial et la technologie. Déchiré par la guerre civile, le pays se disloque. Mais Trotsky, organisateur de l'armée rouge, a entamé par la force sa réunification. Elle sera longue et jalonnée d'épouvantables massacres. La Russie, en plein chaos, sombre dans une misère épouvantable. La famine est telle que Lénine troque du blé avec le pétrolier américain Hammer contre des trésors d'art et le peu de pétrole dont il dispose. Pour sauvegarder leurs énormes intérêts économiques en Russie, Français et Anglais appuient activement les armées blanches qui multiplient les tentatives militaires pour renverser le régime bolchevique. Ils soutiendront successivement l'amiral Kolchak en Sibérie, les armées des généraux Kornilov et Denikin qui montent du sud, celles de Yudenich à l'ouest, le débarquement de Vrangel en Crimée. De 1917 à 1919, les armées blanches déferlent sur la Russie, reconquièrent d'énormes parties du territoire. Puissamment dotées en trains blindés, en artillerie, en automitrailleuses, elles reprennent Kiev et Toula, atteignent les faubourgs de Pétrograd. D'abord battue et repoussée partout, l'armée rouge, galvanisée par Trotsky, se ressaisit, arrête l'ennemi, le met en déroute. Deterding, lui, ne renonce pas. Deterding espère un effondrement du système soviétique. Et il prend les devants en rachetant des droits qui ne valent plus rien, avec l'espoir, le jour où la Russie redeviendra un système économique libéral, de pouvoir exploiter les gisements de Bakou et de Grozny. Donc il cherche un maximum d'action, et lorsque les Russes envahissent les États indépendants de Géorgie, d'Azerbaïdjan, d'Arménie, réoccupent tous ces territoires qui avaient fait partie de l'Empire russe, tout est perdu. Le 21 janvier 1919, le général Vrangel, qui a reconquis tout le sud de la Russie, d'Odessa au Caucase, est forcé de retraiter et de rembarquer les débris de ses troupes. L'armée rouge occupe Bakou, d'où les Anglais ont dû décrocher eux aussi. En 1920, le gouvernement soviétique décrète la nationalisation sans indemnité de toutes les concessions pétrolières en Russie. Pour la Shell, le coup est rude, 50% de son pétrole venait du Caucase. Esso et Shell tentent alors de traiter séparément avec le gouvernement soviétique. Il y a pénurie mondiale de carburant et chacune des deux compagnies se bat pour sauver ses approvisionnements en pétrole russe. Esso joue la fermeté. Deterding feint d'approuver, mais négocie en secret avec Léonid Krassine, commissaire du peuple aux exportations. Deterding se sait épaulé par le gouvernement français et par le Premier ministre de Grande-Bretagne, Lloyd George. Deterding propose à Krassine de créer un bureau international pour la vente du pétrole russe. La Shell et l'Union soviétique s'en partageraient les parts. Cet organisme financerait la remise en route de la production russe et dédommagerait les victimes des nationalisations. Début 1922, Krassine et Deterding signent un premier accord.
Le 10 avril 1922 s'ouvre à Gênes une conférence internationale proposée par Lloyd George pour tenter de restaurer l'économie et les finances européennes. Pour la première fois, les soviétiques y participent. C'est alors qu'éclate la révélation des négociations secrètes menées entre bolcheviks et capitalistes anglo-hollandais. Les Russes ou les journalistes en liaison avec les Soviets ont publié le contrat conclu entre le Royal Dutch et le gouvernement soviétique. Le contrat existe, mais c'est un contrat préliminaire. Le scandale est énorme, d'autant que Deterding a rencontré en mars à New York Walter Teagle, président de la Standard Oil of New Jersey, pour lui proposer d'entrer dans l'association avec les soviétiques. Teagle accepte, craignant sinon que la Shell n'inonde le marché de pétrole russe à vil prix, d'autant que les soviétiques ont mis en exploitation de nouveaux gisements. Américains et Anglais étaient bien décidés à rester maîtres du marché mondial du pétrole. Par conséquent, ils s'efforçaient par le biais de leurs agents traitant avec la Russie soviétique de garder un certain contrôle sur la production de celle-ci. La maladie de Lénine fait traîner en longueur les pourparlers entre Deterding et l'URSS. Jusqu'en 1926, Shell et la Standard Oil ont acheté les surplus soviétiques. La mort de Lénine, l'avènement de Staline, dont Deterding se méfie, arrête tout cela. Car en plus, la désorganisation de l'industrie pétrolière russe a fait grimper le coût de ses produits au-dessus des cours mondiaux. Avec des techniciens américains qu'ils paient en pétrole, les soviétiques tentent d'améliorer leur rendement. Ils décident de vendre eux-mêmes leur production. Du coup, Shell et la Standard Oil boycottent le pétrole soviétique. Deterding finance de violentes campagnes de presse contre ce pétrole volé à ses anciens propriétaires. Est-ce que Deterding était contre les bolchevistes comme philosophie politique? Alors là, je crois que la réponse est que Deterding n'était pas du tout un homme politique. Deterding s'est personnellement et terriblement mouillé dans tous les mouvements contre l'Union soviétique. Il avait des contacts avec les Russes blancs par sa femme. Il avait épousé en seconde noces la fille d'un général du Tsar, Lydia Pavlovna Kardaroyov, qui avait une énorme influence sur lui et haïssait les bolcheviks. On dit même que Deterding aurait trempé dans le parachutage de faux roubles sur l'URSS pour y provoquer une inflation incontrôlable. Cette histoire, qui n'est pas vraie, émanait de la propagande soviétique pour mettre en mauvaise humeur les grandes sociétés pétrolières capitalistes. Le boycott impitoyable des trusts pétroliers force les Russes à brader à vil prix sur le marché mondial le pétrole sur lequel ils comptaient pour financer leurs premiers plans quinquennaux. Pour l'écouler, malgré le blocus, ils font appel à un spécialiste, l'indispensable monsieur 5%, Gulbenkian. Le premier marché européen que leur ouvre l'Arménien est l'Espagne. Pour y promouvoir une économie qui est la plus arriérée d'Europe, le dictateur Primo de Rivera a en 1933 nationalisé la vente du carburant, désormais confiée à une société d'État. Le gouvernement espagnol a mis dans cette société nationalisée des amis. Ce n'était pas une société qui faisait un effort. C'était un monopole en Espagne, il n'y avait pas de concurrence. En représailles, toutes les sociétés pétrolières étrangères bloquent leur livraison à l'Espagne. L'essence manque, son prix grimpe. Ironie du sort, Primo de Rivera, leader d'extrême droite, n'a d'autre issue que d'acheter le pétrole soviétique que lui propose Gulbenkian. Gulbenkian, agent de la Russie pour la France, l'Italie, l'Espagne, a probablement offert aux Espagnols un contrat au terme plus avantageux que les grands groupes ont offert. Deterding a dit que c'était le consommateur espagnol qui allait payer pour ça. Ce qui est arrivé, le pétrole en Espagne était d'une très mauvaise qualité à un prix plus élevé.
Les grands pétroliers jouent contre la peseta sur les marchés financiers internationaux. L'économie espagnole s'effondre. Accablé par une presse étrangère soudoyée, Primo de Rivera sera bientôt renversé. Si Gulbenkian a accepté de commercialiser le pétrole soviétique, c'est pour se venger de Deterding, son partenaire de 20 ans, devenu son ennemi depuis qu'il l'a obligé à démissionner de tous ses postes d'administrateur du groupe Shell. Deterding n'a pas pardonné à l'Arménien d'avoir contesté sa gestion dans l'exploitation des nouveaux gisements acquis par Shell au Venezuela. C'est à l'époque de la Première Guerre mondiale que la production a commencé au Venezuela, que les premières grandes découvertes y ont été faites. C'était le temps du cartel international du pétrole, le temps des accords secrets entre l'ancien trust Rockefeller, devenu le groupe Standard Oil, et la Shell. Esso et Shell étaient alors les principales sociétés explorant et produisant au Venezuela. Le Venezuela, à cette époque, était confiné dans le simple rôle de percepteur d'impôts. L'autorité du gouvernement était pratiquement réduite à zéro. Comme dans bien d'autres pays producteurs du tiers-monde, le gouvernement n'avait rien à dire en matière de pétrole. Le gouvernement n'avait pas le moindre contrôle ni sur les prix, ni sur les quotas de production. Durant des années et des années, même après la guerre, toutes les décisions étaient du ressort des seules compagnies pétrolières internationales. De son côté, le Mexique a depuis 1917 un nouveau président, Carranza, qui promulgue enfin la nouvelle constitution que chacun attendait. L'article 27 de cette constitution de 1917 stipulait que le sol appartient à son propriétaire, mais que le sous-sol, lui, appartient à la nation. Par conséquent, les produits de ce sous-sol, et notamment le pétrole, appartiennent eux aussi à la nation. Cette loi mettait soudain dans une situation particulièrement précaire toutes les sociétés pétrolières étrangères qui exploitaient du pétrole au Mexique. La promulgation de la Constitution de 1917 provoqua une réaction violente et unanime aussi bien des compagnies anglaises qu'américaines. Dès lors, elles s'efforcèrent par tous les moyens de saboter l'autorité du gouvernement de Venustiano Carranza. La chute brutale de la production pétrolière mexicaine à partir de 1917 fut la conséquence directe de ce fameux article 27 de la Constitution qui privait les sociétés pétrolières de tous les droits qu'elles possédaient jusque-là sur le sous-sol mexicain. Par-dessus le marché, Carranza augmenta considérablement les taxes frappant les compagnies et assujettit leurs bénéfices à un contrôle financier rigoureux. Enfin, la baisse de la production mexicaine résulta des facilités et des exemptions fiscales que son voisin, le Venezuela, accordait. Il était beaucoup plus attrayant pour le grand capital de s'investir là-bas qu'au Mexique, où les lois se faisaient par trop sévères. Deterding profite du marasme pétrolier au Mexique pour y agrandir l'empire de la Shell. En 1918, le plus gros producteur mexicain, Walter Pearson, devenu Lord Cowderay, décide de vendre sa compagnie, l'Aguila, à la Standard Oil. Londres le lui interdit. Cowderay n'a plus qu'à traiter avec Deterding. Celui-ci rêve alors de fonder sous sa direction, et grâce à de subtils échanges de parts entre sociétés, un unique et colossal trust pétrolier britannique regroupant toutes les compagnies de l'Empire, notamment la Shell et l'Anglo-Persian, majoritaire dans l'Iraq Petroleum Company. L'Amirauté et Winston Churchill s'effraient du pouvoir que la direction d'un tel trust conférerait à Deterding. Ils font échouer son projet. Entre-temps, au Mexique, Carranza a été renversé puis assassiné. Il n'en faut pas plus, malgré l'anarchie qui s'instaure pour 10 ans, pour relancer spectaculairement la production pétrolière. En 1921, le Mexique devint le second producteur du monde de pétrole, avec un débit de 540 millions de barils par jour.
Tout de suite après la Première Guerre mondiale, l'anxiété s'est emparée des États-Unis devant la chute croissante de leur propre production de pétrole. La pénurie menaçait malgré une intensification de l'exploitation des puits vénézuéliens. Mais en 1930, à Kilgore, au Texas, Dad Joyner, un foreur indépendant, fait jaillir d'un terrain dédaigné par tous les géologues un fantastique geyser d'or noir qui donne 7000 barils par jour. On découvre que tout l'est du Texas regorge de pétrole. La nouvelle déclenche une folle ruée vers l'or noir. Forêts de Derrick et villes champignons poussent comme en Pennsylvanie 50 ans plus tôt. On pompe à tort et à travers des flots de pétrole. Ils s'additionnent aux énormes surplus dus à la mise en exploitation des gisements du Moyen-Orient. Les prix tombent à 10 cents le baril de 159 litres. Pour écouler leur essence, les stations-service américaines doivent offrir des poulets en prime. Dès 1929, l'Institut américain du pétrole propose de bloquer la production. En vain. En 1931, le Texas et l'Oklahoma mobilisent la garde nationale pour empêcher les forages sauvages. Le Texas finit par interdire toute extraction supérieure à ses besoins, impose des quotas aux producteurs, mais ceux-ci exportent clandestinement leur surplus. En 1935, une loi fédérale, le Hot Oil Act, réprimera la spéculation et les ventes illicites de pétrole. En attendant, les trusts pétroliers se livrent à un dumping suicidaire. Des tentatives furent faites pour remettre de l'ordre dans la production mondiale. Il était capital pour les compagnies de stopper le désastreux effondrement des prix et le gaspillage d'énergie qu'il entraînait. Deterding était dans la position de dire aux Américains « Ne me gâtez pas mes marchés d'exportation ». La Royal Dutch Shell contrôle des richesses de pétrole énormément plus grands que la Russie et les États-Unis, mais également avec un prix de revient beaucoup plus bas. Deterding ne bluffe pas. Shell, à cette époque, est la compagnie la plus puissante du monde. Elle extrait du pétrole partout. Ses réseaux commerciaux couvrent le globe, États-Unis y compris. Deterding menace Stigl, patron de la Standard Oil. Ce que vous faites dans votre pays, c'est votre chose. Si vous me gâchez les prix dans les marchés de l'Europe et de l'Asie, nous pouvons vous tuer avec du pétrole beaucoup moins cher que le vôtre. Ça ne sert à rien. Alors je vous demande de venir en Angleterre, en Écosse, à Achnacarry, pour discuter le problème. En septembre 1928, au château d'Achnacarry, propriété de Deterding, un sommet secret réunit les 3 pétroliers les plus puissants du monde. Henry Deterding, qui représente la Royal Dutch Shell, Sir Henry Cadman, qui négocie pour l'Anglo-Persian Company dont il est président, et Walter Teagle, qui a remplacé Rockefeller à la tête de la Standard Oil. C'est pour une partie de chasse qu'ils se sont retrouvés au château d'Achnacarry. Officiellement, c'était pour y tirer le coq de bruyère et pour le délassement de leurs épouses. En fait, ils étaient là pour se partager le Moyen-Orient, pour s'accorder secrètement sur le prix mondial du pétrole, pour se répartir marchés et gisements et en éliminer tous ceux qui chercheraient à s'y introduire. L'accord d'Achnacarry a marqué la naissance du moderne cartel des pétroliers. Son but était d'assurer aux 3 plus puissantes compagnies le contrôle mondial de la production du pétrole. Et pour éviter de continuer à se concurrencer, ces compagnies se partageaient le monde. Ce cartel devait aussi unir ses efforts pour soutenir au plus haut les prix du pétrole et décourager toute velléité de les casser. En cette période difficile, les signataires de l'accord s'assuraient ainsi que des surplus incontrôlés de pétrole ne risquaient plus d'envahir le marché. Ils ont mis sur pied un système occulte qui est devenu le cauchemar de toute la période de l'entre-deux-guerres. Cette entente parfaitement illicite a été tenue secrète jusqu'aux années 50, où pour la première fois, elle a été révélée par une enquête menée à Washington. Jusque-là, ni les gouvernements intéressés ni les consommateurs n'ont jamais su que les compagnies avaient mis au point entre elles ce système de contrôle.
Au terme des années 20, la France compte près d'1 million d'automobiles. Citroën est le premier constructeur d'Europe. Toujours hanté par la crise de 1917, l'État, après d'interminables polémiques, s'efforce de se doter d'une loi organique sur le pétrole. En 1926, la loi de finances avait décidé que l'importation du pétrole était réservée à l'État seul. Mais plus tard, on interprétera cette formule en disant à l'État ou aux personnes morales ou physiques désignées par lui. Et c'est là, autour de cette formule, que s'articulera la fameuse loi du 30 mars 1928 qui organise l'importation du raffinage en France. Le système est très simple. L'État a le monopole de l'importation, mais le délègue à des personnes qu'il juge capables d'importer, de traiter du pétrole ou des produits raffinés. Cette loi sera votée d'ailleurs assez rapidement et sans grande difficulté au mois de mars 1928. Cette loi portera le nom de son auteur, le ministre Mercier, qui est aussi président de la CFP. Pour traiter le brut qu'elle va recevoir d'Irak au titre de sa participation dans l'Iraq Petroleum Company, la Compagnie française des pétroles, encouragée par l'État, décide de créer ses propres raffineries. Mais quand son président sollicite les apports financiers nécessaires auprès de ses plus gros actionnaires, il se heurte au veto de certains, ceux qui dirigent en France les filiales des grandes sociétés pétrolières étrangères et qui ont pris des parts dans la CFP à sa fondation. En finançant maintenant la création d'une compagnie française de raffinage, il susciterait une concurrence directe aux trusts internationaux dont il distribue les produits pétroliers sur le sol national. Dès décembre 1928, Mercier, qui a compris qu'il ne pouvait compter sur ses actionnaires, suggère au gouvernement français de prendre une participation importante dans le capital de la CFP. Poincaré, président du Conseil, accepte, fait établir une convention d'accord. Cette convention de mars 1929 a été soumise au Parlement français, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une bataille formidable qui a duré 3 ans. Des groupes au Parlement avaient pensé que le pétrole devait être importé, raffiné, distribué même par une régie nationale ou par un service d'État. Plusieurs députés socialistes, et je pense à Léon Blum, ont accusé le gouvernement français en créant la CFP, en lui confiant le droit d'accéder à la Turkish Petroleum, d'avoir aliéné une partie du patrimoine. Cette transmission d'un droit de l'État à une société privée capable de traiter 1 million de tonnes de brut par an et de ravitailler un quart du marché français. Elle entrera en service en 1938, époque bénie où la France dispose de plus de pétrole qu'elle n'en peut consommer. C'est peut-être pourquoi nul ne s'intéressera aux découvertes de Conrad Killian, un jeune géologue de génie qui en 1922 puis en 1929 explore seul et au risque de sa vie l'effroyable désert du Hogar aux confins de la Libye. Après en avoir étudié les structures géologiques, il en ramène la certitude qu'il existe d'importants gisements d'hydrocarbures dans la région d'Assim-et-Saoud, là où précisément 30 ans plus tard, on découvrira un fabuleux champ de pétrole. Il est vrai que dans les années 30, les moyens d'atteindre et d'extraire ce pétrole n'existent guère et qu'il eût coûté trop cher. Les moyens de communication étaient très difficiles et je crois d'ailleurs que plusieurs équipes de géologues qui se sont aventurés dans le sud du Sahara ne l'ont pas fait sans risque. Il y a eu 1 ou 2 géologues qui sont morts de soif. Par ailleurs, les méthodes de prospection n'avaient pas fait les progrès considérables qu'ils ont fait avec la sismique réfraction qui s'est surtout développée après la guerre. Or, la sismique réfraction était absolument nécessaire pour découvrir des pièges à pétrole qui, à Assim-et-Saoud, sont situés par plus de 3000 mètres de profondeur. Killian ruinera sa santé et son patrimoine en vains efforts pour persuader les successifs gouvernements français de la réalité de sa découverte. Seuls les agents secrets anglais s'y intéresseront. 20 ans durant, sa voix sera étouffée par un lobby français aux ordres du cartel des pétroliers internationaux. Le lobby pétrolier a été très puissant. Il y a un lobby du pétrole. C'est un mot dont les Français ont peur, mais il existe. Alors le pétrole, il est effectivement puissant parce qu'il a beaucoup plus d'argent que n'en ont d'autres professions. Alors oui, il y a un lobby pétrolier et qui a dans le passé été suffisamment puissant pour se faire entendre.
Il fera une autre victime, Ivan Makonine, un savant russe richissime réfugié en France. Il est l'inventeur d'un carburant synthétique révolutionnaire. Tiré des déchets du charbon, ce carburant offre l'inappréciable avantage d'être ininflammable accidentellement. Testé avec un succès total par la marine et l'aéronavale française, jamais il n'obtiendra l'homologation officielle qui eût permis sa commercialisation. Après la Seconde Guerre mondiale, le carburant Makonine subira de nouveaux tests aussi probants. En vain. Makonine mourra dans la misère, emportant avec lui le secret de son carburant. Une invention qui eût sauvé de la fermeture tous les charbonnages français, évité le chômage à des milliers de mineurs et épargné des fortunes en dollars.